Achèvement de l'année scolaire, le calendrier des examens arrêtés, place aux concertations. Pour une mise en œuvre réussie, le gouvernement sollicite l'accompagnement des parents d'élèves et des promoteurs d'établissements privés laïcs. Quant aux élèves, ils sont partagés entre soulagement et inquiétude sur les délais. Vous les entendrez dans un instant. Opération Un étudiant, un ordinateur. Les premiers bénéficiaires sont entrés ce matin en possession de leur précieux outil de travail. 4 semaines après le lancement, ce sont plus de 1000 étudiants qui se sont déjà inscrits. Des ordinateurs subventionnés à hauteur de 60%. Images et réactions dans ce journal. La joie des producteurs maraîchers ce matin à Lumbila. Désormais, ils ont à leur disposition une chambre froide de grande capacité, plus de 1700 tonnes. Une infrastructure qui a coûté à l'État plus de 700 millions de francs CFA. Le film de l'inauguration à suivre. Ce mercredi, les Américains avaient les yeux rivés au ciel pour voir le premier vol habité de SpaceX vers la Station spatiale internationale. Un événement attendu depuis de longues années. Finalement, c'est une partie remise. Il va falloir attendre samedi et espérer de meilleures conditions météo. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Mais tout d'abord, ce communiqué de l'état-major général des armées. Ce jeudi 28 mai 2020, une unité mixte du détachement de Touéni composée d'éléments de la gendarmerie nationale et de militaires de l'armée de terre a mené une action offensive contre une base d'un groupe armé terroriste à Ourou, province de Sourou. Cette action a permis de neutraliser 10 terroristes et de récupérer des armes et des motos. Un gendarme a malheureusement été blessé au cours de l'opération. Tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le chef d'état-major général des armées félicite les hommes pour leur détermination à défendre le territoire national. Le Haut Conseil du dialogue social s'inquiète des conséquences du Covid-19 sur l'économie et le monde du travail, des préoccupations qu'il est allé partager ce matin avec le Premier ministre Christophe Dabiré, qui a également reçu l'Union nationale des parents d'élèves. Il a été question cette fois des dernières décisions prises pour l'achèvement de l'année scolaire. Kwale Nebié, Olopoda. À l'épreuve du Covid-19, les parents d'élèves saluent la décision du gouvernement relative à la réouverture des classes. À l'issue de la rencontre ce matin avec le Premier ministre, l'Union nationale des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur du Burkina Faso se prononce sur le nouveau calendrier scolaire adopté en Conseil des ministres à sa séance du 27 mai 2020. Nous avions formulé lors de notre conférence de presse des propositions. Entre autres, c'était donc que le préscolaire soit mis en vacances tout de suite, que l'on prenne en compte la moyenne des 2 trimestres que l'on valide et que les examens, bien entendu, du CEP, du BEPC, du CAP, du BEP et du baccalauréat soient maintenus. Ce sont entre autres les propositions que nous avions formulées en son temps. Mais comme je vous l'ai dit, le gouvernement a pris des mesures par rapport donc à la prochaine réouverture des classes. Et nous, fêtières, des parents d'élèves, nous accompagnons le gouvernement dans cette démarche-là. Par ailleurs, ces parents d'élèves exhortent le gouvernement et les partenaires sociaux à s'asseoir autour d'une même table pour un dialogue franc. C'est à ce prix que l'on arrivera à un consensus pour éviter des situations qui seront préjudiciables au système éducatif burkinabé. La maladie à coronavirus, qui a des conséquences dans le monde du travail, préoccupe aussi le Haut Conseil du dialogue social. HCDS, en tant que structure ayant 3 composantes, gouvernement, travailleurs et patronat, nous avons entrepris une série de rencontres avec ces différentes composantes-là pour proposer une réponse commune des différentes composantes aux conséquences de cette maladie. Il nous faut faire preuve de solidarité. Faire de la solidarité une passerelle pour freiner la propagation du Covid-19, le Haut Conseil du dialogue social y croit. Il envisage proposer un plan de riposte qui prendra en compte les préoccupations du gouvernement, du patronat et des travailleurs. Concertation également entre le ministre de l'Éducation nationale et l'Union nationale des établissements d'enseignement privés laïcs. Les échanges autour des décisions prises pour l'achèvement de l'année scolaire. Le gouvernement compte également sur ses promoteurs pour une mise en œuvre réussie du nouveau calendrier. Gérard Sommet et Sébastien Zango. Le ministre en charge de l'Éducation nationale
reçoit les représentants de l'Union nationale de l'enseignement privé laïque du Burkina, du secrétariat national de l'enseignement catholique, mais aussi ceux des fédérations, des associations islamiques du Burkina et des églises et missions évangéliques. Ces fêtières de l'enseignement privé prennent des informations sur les décisions prises par le gouvernement au dernier Conseil des ministres concernant l'achèvement de l'année scolaire. Ils prennent aussi des précisions sur les conditions de validation ou d'invalidation d'une année scolaire selon les textes au Burkina. Et dans ces textes-là, on ne peut invalider donc l'année scolaire pour un élève que si, pour un certain nombre de raisons, il a effectué moins de 2/3 donc du programme. Et nous, donc l'année scolaire ayant commencé le 1er octobre pour s'arrêter le 16 mars, donc on considère que sur cette base-là, donc on a effectué donc plus de 2/3 donc des activités du programme, et ces données aussi sont remontées des niveaux déconcentrés, et ce qui permettait de valider donc l'année scolaire 2019-2020. Les établissements d'enseignement privés assurent le gouvernement sur leur disponibilité d'accompagner le processus si leurs difficultés sont prises en compte. Et le recouvrement dans l'établissement, parce qu'il y a beaucoup qui sont toujours aux 2/3 de la scolarité non recouvrée. N'oubliez pas que l'année est très difficile vu les déplacés internes. Beaucoup sont venus et ils se sont retrouvés dans les écoles privées, et cela a fait que nous avons essayé en début d'année de comprendre beaucoup de parents dans cette difficulté. Il nous a rassuré que quelque chose est en train d'être fait dans ce sens, et que pour le moment, la loi rectificative du budget n'est pas encore achevée, et que les mesures annoncées par le chef de l'État également nous sommes pris en compte, et qu'incessamment, il va insister pour que nous puissions avoir quelque chose de cette cagnotte-là pour quand même accompagner nos enseignants, accompagner le personnel. Avant ses visiteurs, le ministre en charge de l'Éducation a reçu les associations de parents d'élèves sur le même objet. Il envisage une autre rencontre avec l'ensemble des structures syndicales de son ministère. Un calendrier des examens scolaires désormais fixé, 14 juillet pour le BEPC, 3 août pour le bac. Pour les premiers concernés, à savoir les élèves, c'est un grand soulagement, eux qui redoutaient le pire. Certains ne cachent cependant pas leur inquiétude concernant les délais qu'ils trouvent assez courts. On les écoute au micro de Amado Ilboudo et Oumou Sissé. J'étais tout le temps à la maison. Bon, mais maintenant qu'on a appris qu'ils se sont entendus au Conseil des ministres et qu'ils ont déterminé une date, que le 3 août, bon, nous, ça nous soulage. Et ça donne encore le courage de continuer à bosser comme avant. Parce qu'en temps, le rythme avait baissé. Actuellement, la date qu'ils viennent de mettre en place, bon, ça nous arrange. Puisque depuis, on était à la maison, on regardait, on suivait les cours sur Burkina Info. Bon, on avait des anciens cahiers, des annales à côté. On a eu tout le temps de réviser nos cours. Donc je pense que, quel qu'en soit les sujets qui seront proposés, bon, je pense qu'en réalité, ça doit être à notre portée. On a appris que non, le 3 au 27, c'est la date de composition. Et on pense que ça va aller. Mais avec le temps aussi, on sait qu'en août, c'est pas simple. La pluie, franchement, c'est là, nous, on inquiète beaucoup parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, personnellement, je pense que les dates des examens, c'est trop proche pour nous. D'autant plus que pendant ces 2 mois de congé, on peut dire que les élèves ont un peu dormi parce que quand tu penses qu'il n'y a pas une date comme ça pour les examens, on se dit que aïe, on bosse pour rien quoi. Et puis on devient paresseux du coup. Donc je trouve que on a bossé, c'est vrai, on a révisé les leçons qu'on avait déjà fait. Mais ça nous laisse moins de temps pour finir le programme. Je trouve que la date des examens là, c'est trop proche. Genre s'ils vont utiliser et s'ils ne vont pas terminer le programme, on peut utiliser les leçons passées là. Mais s'ils veulent utiliser le programme, on ne pourra pas. On n'est pas prêt pour cette date. Nous sommes déjà prêts. Mais s'ils veulent terminer le programme là seulement, et la date là est trop près, ils doivent nous laisser assez de temps pour qu'on puisse terminer les programmes là.
Voilà donc pour ces propos recueillis dans les différents lycées auprès des élèves qui se préparent pour les examens. Opération Un étudiant, un ordinateur. Je vous le disais en titre, les premiers bénéficiaires sont entrés ce matin en possession de leurs précieux outils de travail. 4 semaines après le lancement, ce sont plus de 1000 étudiants qui se sont déjà inscrits. Des ordinateurs subventionnés à hauteur de 60%. Siedi Lareyen et Maxime Zongo. La révolution numérique bien partie à l'université de Ouagadougou avec l'opérationnalisation du programme Un étudiant, un ordinateur, initié par le président du FASO, c'est une chance pour chaque étudiant de disposer de cet outil précieux. Lancé le 30 avril dernier, les premiers bénéficiaires sont rentrés en possession de leur ordinateur ce matin. On sait tous que dans le milieu universitaire, on n'a pas mal de recherches à faire, pas mal d'exposés à présenter. Et tout le temps, il faut aller au cyber, payer 500 francs ou 200 francs pour faire des recherches. Et les saisies de texte par texte, ça fait 100 francs. Mais avec ces ordinateurs, on reste à la maison et juste on saisit nos textes nous-mêmes. On fait nos recherches nous-mêmes à partir de nos ordinateurs et ça va contribuer d'économiser un peu nos sous. S'il y a un outil qui est devenu indispensable pour l'acquisition du savoir en ce 21e siècle, a insisté le premier responsable de l'enseignement supérieur, c'est bien l'ordinateur. C'est pourquoi l'État, avec l'appui de ses partenaires, mettra tout en œuvre pour le succès de l'opération. Aujourd'hui, vous savez que le savoir, évidemment, il est universel et il faut aller le chercher parce qu'il est morcelé et déposé un peu partout. Alors, si vous avez la possibilité d'avoir déjà un ordinateur et d'accéder à la connectivité, vous pouvez rester chez vous et consulter des documents un peu partout. Donc ça, c'est quand même un atout pour l'enseignement supérieur. Également, dans le processus d'aller vers l'enseignement à distance, si vous n'avez pas de machine, ça pose un problème. Subventionné à hauteur de 60%, l'opération, pour le moment, est réservée aux étudiants de niveau licence et plus. Et pour être éligible, il faut être inscrit sur la plateforme Campus FASO. 12e conseil de la Fondation Caranta, les ministres en charge de l'éducation des pays membres ont échangé aujourd'hui par visioconférence. Il a été question notamment de la relance de cette institution qui fait la promotion d'une éducation non formelle de qualité. Draman Dadian. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal, 6 pays, une vision commune en matière d'éducation non formelle. Le ministre Stanislas Ouaro prend place pour des échanges avec ses pairs par visioconférence à cette 12e session ordinaire de l'espace Caranta, ou foyer d'apprentissage. Une fondation créée en 2000 pour promouvoir et valoriser l'éducation non formelle et l'insertion socio-professionnelle de ceux laissés en marge du système éducatif classique. Par exemple, actuellement, ils sont en train de développer donc un dictionnaire en langue fulfulde, en langue mandinka et autres. Ça contribue à la promotion des langues au niveau frontalier et transfrontalier. Donc il y a des centres aussi donc, intégrés qui sont au niveau des frontières. Nous avons un centre à Madouba, un autre au Mali. Donc ils contribuent à la formation dans le domaine de l'éducation, de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Mais la Fondation manque de ressources pour mettre en œuvre ses projets et programmes. L'argent fait défaut. Il y a un problème donc de mobilisation des ressources financières auprès des partenaires techniques et financiers, mais surtout auprès des États, parce qu'il y a des contributions donc, qui sont des contributions on va dire de 35 millions par an que les pays doivent payer. Et il y a des pays qui sont en retard de 8 ans. L'ensemble des retards nous amène à 700 millions de manque de francs CFA de manque à gagner. Et ça handicape les actions donc, de la Fondation. Pour améliorer la qualité de l'éducation non formelle, la Fondation Caranta parle de relance avec de nouvelles orientations. Pour lever les obstacles financiers, malgré les crises sécuritaires, du fait du terrorisme et sanitaire, dû à la pandémie de la maladie à coronavirus dans ces pays membres. Politique à présent, les élections de novembre approchent à grands pas et il est plus que jamais temps de définir une démarcation claire entre partis politiques et organisations de la société civile. La question était au centre du dialogue politique organisé hier avec le concours du Centre pour la gouvernance démocratique au menu des communications et des échanges entre acteurs concernés. Souleymane Sanou, Olopoda.
Ils jouent tous sur le même terrain, mais la démarcation doit être claire entre partis politiques et organisations de la société civile dans le processus électoral. Comment peut-on clarifier le rôle de ces acteurs à la pacification des élections de 2020? La question est ici débattue à ce dialogue politique. Nous allons aller bientôt à des élections et il est important que chaque acteur puisse connaître quelle est sa place, son rôle et comment jouer ce rôle en symbiose. Parce que nous sommes tous au Burkina Faso, nous avons nos activités, il y a les partis politiques, il y a les OSC. Chacun contribue donc à faire en sorte que notre pays aille de l'avant. Dans un contexte d'insécurité et de crise humanitaire difficile, sans compter le climat politique assez tendu, 2020, selon le communicateur Aristide Béré, se présente comme une année électorale de tous les défis. Le positionnement suspect de certains OSC, reflétant l'ambiguïté de leur rôle, doit être clarifié, affirme le second communicateur, Dr Thomas Ouedraogo. Les partis politiques doivent rester de bons joueurs en respectant les règles du jeu électoral et les OSC dans leur rôle d'alerte, d'arbitre et de pompier. Sans cette clarification, il y a une confusion de rôle et cette confusion de rôle va être préjudiciable à la bonne gestion des affaires publiques. Si chacun sait quel rôle il doit jouer, ensemble nous pouvons bâtir un Burkina Faso meilleur. Mais si nous restons dans une confusion à ce que certains leaders des organisations de la société civile soient des politiciens cagoulés, vous voyez que quelque part c'est très difficile. Il faut travailler à assurer un basculement démocratique durable. C'est l'avis des communicateurs qui recommandent de professionnaliser la société civile afin d'éviter des amalgames dans le champ politique pour des élections transparentes, consensuelles, équitables et pacifiques au Burkina Faso. Concertation également dans la région du centre-nord entre autorités locales, acteurs chargés de la prise en charge des personnes déplacées et partenaires, distribution de vivres, abris, éducation et sécurité, autant de défis sur lesquels il faut accorder les violons. Les partenaires, eux, insistent sur la nécessité de disposer de données statistiques fiables. Amadou Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. La gestion des personnes déplacées au cœur de cette rencontre d'échange avec les partenaires humanitaires. Première du genre, ce cadre de concertation va permettre aux différents acteurs d'évaluer les actions menées sur le terrain en faveur des déplacés du centre-nord. Beaucoup de choses ont été faites, des efforts ont été fournis par l'ensemble des acteurs, mais de grands défis restent à relever toujours, notamment en matière de santé, d'abri, d'éducation, d'eau, hygiène et assainissement, en ce qui concerne également la sécurité et le retour des déplacés dans leur village. Et pour mieux répondre à toutes ces préoccupations, des recommandations ont été faites par les partenaires. Ils souhaitent surtout la mise à jour des données en ce qui concerne les déplacés. Cela permettra de faciliter les différentes interventions humanitaires sur le terrain. La question des chiffres de personnes déplacées ici au centre-nord est l'une des questions qui a été évoquée. Et la réunion a recommandé, vu ce qui a été soulevé, la nécessité d'avoir des chiffres de qualité qui permettent une planification bien faite, parce qu'il est important de planifier en connaissant qui sont ces personnes, combien ils sont et là où ils sont. La mauvaise gestion dans la distribution des vivres a été évoquée au cours des débats. Ils ont tous approuvé la décision prise par le premier responsable de la région. Décision selon laquelle la distribution des vivres se fera directement sur les différents sites d'accueil. Le maire de Ouagadougou, lui, était ce matin sur plusieurs grands chantiers de la commune, des infrastructures sanitaires, scolaires et administratives, au profit notamment des arrondissements. Et si certaines sont déjà achevées, d'autres doivent l'être dans les mois à venir, notamment les salles de classe qui doivent accueillir leurs premiers élèves dès la prochaine rentrée. Vincent Kiendribego. Le maire de Ouagadougou fait la ronde de la capitale. Accompagné du gouverneur du centre, Arma Bewende visite des chantiers de la commune, à commencer par ce bâtiment de laboratoire d'analyse médicale à la Patte d'Oie. À l'école de Koubri Namangma, au secteur 50, c'est un immeuble de type R+2,
comportant 6 salles de classe qui est en cours de réalisation, plus un bâtiment administratif. Même type de chantier à l'école Wirtenga du même secteur, à l'école Nabapiga de Dayongo au secteur 47 et à l'école de Wirtoguin au secteur 42. Tous ces bâtiments doivent être prêts à la prochaine rentrée scolaire pour accueillir des élèves du poste primaire. 3 classes supplémentaires ont été réalisées dans cette école du secteur 48, en plus de murs de clôture. Dernier chantier visité par le maire et le gouverneur, le centre d'écoute pour jeunes en construction, un R+3 extensible. C'est un constat de satisfaction d'abord de voir que les différents maires d'arrondissement où sont réalisés les investissements prennent à cœur les investissements qui sont faits chez eux. Ils s'en occupent, ils le suivent. Mais c'est souvent mitigé avec l'état d'avancement de certains travaux. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de retards. Il y a des retards qui sont du fait des entreprises, il y a des retards qui sont du fait des procédures administratives, mais en tout cas, tout avance normalement. L'ensemble de ces infrastructures vont coûter 3 milliards 704 millions de francs CFA, financés par différents bailleurs de fonds et le budget communal. Une chambre froide de grande capacité pour la conservation des produits maraîchers, elle est bien achevée et vient d'être inaugurée à Lumbila. Capacité de stockage 1760 tonnes. Sa réalisation a coûté à l'État 730 millions de francs CFA. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Rasmane Zondi et Ernest Kambere. Conservation des produits maraîchers. Le Burkina se dote d'une chambre froide de portée nationale. Une infrastructure de stockage et de conservation construite ici à Lumbila, la cité des légumes dans le plateau central. Le bâtiment d'une capacité de stockage de 1760 tonnes est bâti sur 4080 mètres carrés avec 4 compartiments de 440 tonnes, chacun entièrement clôturé. C'est une chambre pilote et on se dit que ça va vraiment encourager les producteurs à produire davantage parce qu'ils savent qu'on peut à tout moment stocker. Chaque année, nous importons près de 800 tonnes de semences de pommes de terre. Et ça, souvent, on a des difficultés de conservation. Le président de Faso veut que nous puissions réaliser dans chaque région de telles infrastructures afin vraiment de pallier ces problèmes de pourriture des produits maraîchers. Et pour couper le ruban de la réception officielle, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadogo. La volonté politique est affichée et 730 millions de francs CFA sont mobilisés à cette étape pour la construction de cette chambre froide voulue en priorité pour conserver et stocker la semence de la pomme de terre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Avec l'infrastructure qui est là actuellement, nous pouvons produire en grande quantité et conserver et pour avoir un peu de revenus meilleurs. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement que nous avons perçu ici à Lumbila et une lueur d'espoir, pas seulement pour la ville de Ouagadougou, mais pour l'ensemble du pays. Parce qu'il est tout à fait normal de songer à faire en sorte que chaque région puisse avoir, par exemple, ces magasins donc, de stockage et de conservation. Moi, je voudrais, en tout cas, au nom du Premier ministre, encourager aussi bien le ministère en charge de l'agriculture, les producteurs et l'ensemble de ceux qui vont utiliser donc, ces magasins-là. La production nationale de la pomme de terre en chiffre au Burkina, ce sont plus de 37 000 tonnes. La campagne écoulée pour une valeur marchande de plus de 12 milliards de francs CFA. Et pour 2020-2021, 40 000 tonnes de pommes de terre sont attendues et l'ouverture de cette chambre froide vient comme une réponse aux différentes difficultés que rencontre la chaîne de valeur des filières maraîchères burkinabais. Lutte contre le Covid-19 à présent, la société Endeavor Mining délie les cordons de la bourse. 880 millions de francs CFA pour soutenir les structures sanitaires et les personnes défavorisées. La remise a eu lieu ce matin. Jean-Eudes Bayala, Amadou Marcel, To. 880 millions de francs CFA, c'est la contribution de la société minière Endeavor Mining à la lutte contre le coronavirus au Burkina. Un apport reparti en matériels médicaux et la résilience économique des personnes vulnérables. Nous avons décidé d'appuyer les structures sanitaires dans les 2 régions où nous opérons essentiellement, les Hauts-Bassins et le Nord, mais aussi l'hôpital universitaire de Ouagadougou au niveau de son laboratoire de virologie.
Donc cette enveloppe globale porte sur 750 millions de francs CFA. Et comme notre approche est intégrée, nous avons aussi pensé qu'il était bon d'assister et d'appuyer les communautés vulnérables dans nos zones d'impact. Une enveloppe de 70 millions est prévue et qui va porter sur les communautés aussi bien dans le Yatenga que dans le Tui pour les assister et les accompagner par des microcrédits. Ce don de la société minière prend également en compte le volet éducation avec la facilitation de l'enseignement à distance au profit des grandes écoles. Nous avons fait l'expérience amère d'être restés à la maison pendant que les amphis étaient là vides. Si on avait la possibilité de faire l'enseignement à distance, il n'y aurait pas eu de rupture, il y aurait eu une continuité totale dans le domaine de l'enseignement. Alors ils ont compris cela, ils vont appuyer évidemment l'UKO à Bobo, ils vont appuyer La Salle, ils vont appuyer l'université de Waïbouya pour qu'on puisse faire l'enseignement à distance. Donc vous voyez, c'est vraiment un apport substantiel et surtout un apport qui rentre dans la construction et qui nous permet d'envisager nos activités dans la pérennité et dans la durabilité. Présente à Oundé dans les Hauts-Bassins et à Karma dans le nord du Burkina, Endeavour Mining, par ce geste, répond ainsi à l'appel à solidarité des personnes physiques et morales face au Covid-19, gage d'une relance économique au Burkina Faso. Votre émission Santé Max, c'est pour ce soir. C'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Maïmouna Daoui et ses invités vous retrouvent à 21h pour 1h30 d'éclairage sur le sujet. En attendant, nous vous proposons un avant-goût, un reportage sur la gestion des menstrues chez les élèves que nous proposent Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Toutes ces filles se souviennent de la première fois qu'elles ont vu les règles. Inquiétude et stress ont envahi les unes, et pour les autres, c'était la panique ou la peur. Mais fort heureusement, avec les conseils d'une maman par-ci, d'une tante par-là, et même d'un papa parfois, le calme a été instauré. La première fois que c'est venu, ce n'était pas facile. Il y avait des douleurs et le sang coulait. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit à ma mère et puis elle a dit que... Elle m'a expliqué ce que c'était. Elle m'a donné de quoi me protéger pour éviter de me salir et pour éviter que le sang salisse les vêtements, que les gens voient et commencent à se moquer. Elle m'a tout expliqué et j'ai compris. Elle m'a montré les précautions à prendre, comment faire pour se tenir propre et en public. Elle dit que nous ne devions pas avoir honte, que parce que c'est une chose normale. Néanmoins, lorsque surviennent les règles, il faut adopter des dispositions particulières. Et cela semble être bien comprise par ses collégiennes. Quand une fille a ses règles, elle doit se laver au minimum 3 fois par jour, minimum, et se changer très régulièrement. Si elles ont leur menstrues, par exemple si elles viennent à l'école, de toujours avoir un pain, une tenue de rechange et une couche et papier et serviette hygiénique pour se rechanger au cas où si elles sont tachées. En dépit de toute cette connaissance sur la gestion hygiénique des menstrues, ces élèves se retrouvent souvent face à la survenue brusque des règles pendant qu'elles sont à l'école. Dans ces cas de figure, des difficultés se posent à elles. Voilà, c'est un reportage à retrouver en intégralité à 21h dans l'émission Santé Mag. Restez donc devant votre petit écran. Ce mercredi, je vous le disais, les Américains avaient les yeux rivés au ciel pour voir le premier vol habité de SpaceX vers la Station spatiale internationale. Un événement attendu depuis de longues années, mais finalement c'est une partie remise. Il va falloir attendre samedi et espérer de meilleures conditions météo. 18 ans que SpaceX attendait cela, le lancement de son premier vol habité. Mais la société américaine a dû se rendre à l'évidence 16 minutes avant le décollage, trop dangereux au vu de la météo. Les astronautes Doug Hurley et Bob Behnken prendront donc le chemin de la Station spatiale internationale ce samedi, si toutes les conditions sont réunies. Pour le patron de la NASA qui confie pour la première fois sa ressource la plus précieuse à la société d'Elon Musk, ses astronautes, le report s'imposait. Il y avait tout simplement trop d'électricité dans l'atmosphère, explique-t-il. Il n'y avait pas d'orage avec de la foudre, mais nous redoutions de provoquer des éclairs avec le lancement. Chou blanc aussi pour Donald et Melania Trump, ainsi que pour le vice-président Mike Pence et son épouse. Tous les 4 avaient fait le déplacement au centre spatial Kennedy pour assister à la première prouesse de la capsule Dragon de SpaceX. De nombreux anonymes n'étaient pas loin. Nous avons fait 1 heure de route sous une pluie battante pour voir ça. C'est une déception, mais je comprends, dit Cory. Ce n'est pas grave, il y aura un autre lancement et on le verra, assure son ami.
Nous avions très envie de voir ce lancement de SpaceX et c'est triste qu'il soit annulé, mais c'est la sécurité avant tout, s'incline Thomas. Partie remise, à samedi donc, Dragon prendra alors le relais des vaisseaux russes Soyouz, seuls taxis spatiaux disponibles depuis 2011. Cette information en bref avant de se quitter. Dans une décision rendue ce jeudi, la Cour d'appel de la Cour pénale internationale a décidé de révoquer certaines conditions de mise en liberté imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, annoncent plusieurs sources. Les deux hommes ne seront plus empêchés de se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident. Ils ne devront plus se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil et ils ne devront enfin plus se conformer à toute autre décision imposée par l'état dans lequel ils seront libérés. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous de l'actualité, 23h, avec Mounira Kéré, Santé Mag à 21h. Bonne suite du programme.